Bonjour à tous, on connaît depuis hier soir les grandes tendances issues de la consultation électorale du dimanche dernier. Romuald Wadaï et Mariam Chabi Talata récoltent un peu plus de 94% des suffrages exprimés contre le couple Paul Rumperok Rouanou, ainsi donc à tracer la Commission électorale nationale autonome. On va revenir largement là-dessus, d'abord avec les quotidiens qui en parlent ce matin. La une des journaux va détailler, va vous révéler pardon, les gros titres des quotidiens à leur une tout à l'heure. Et puis, la revue de presse qui justement va venir en détail sur les éléments à retenir de ces grandes tendances proclamées par la Sénat. Nous allons parler aussi du scrutin du dimanche dernier avec Joël Ataï-Guédégbé, lui qui est de la plateforme des organisations de la société civile ayant suivi un peu le déroulement du vote il y a quelques jours. Il nous dira quelles sont les leçons, les grandes leçons à tirer de cette conclusion, de cette consultation électorale. Il sera au téléphone sur ce plateau. L'autre invité qui sera au téléphone aussi tout à l'heure, c'est Dr Firmin Akpol, le coordonnateur national du BRPT. Avec lui, on va parler un peu de comment est-ce que les choses se sont passées sur le terrain avec l'œil du partisan qu'il est, va rappeler qu'il a appelé à voter entre-temps le couple Wada Intalata. Il nous dira comment est-ce que les choses se sont passées dimanche dernier. Bienvenue à tous. C'est la une des journaux. On va commencer avec Fraternité. Grande tendance du scrutin du 12 avril. Les regards sont tournés vers la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Paul Rumper reconnaît sa défaite et félicite Wadaï. À quand l'installation du Sénat? Grosse question donc de Fraternité ce matin. Présidentielle de 2026 au Bénin, l'UPR et le BR saluent un scrutin apaisé et remercient les électeurs. Le Bénin en route pour à la FIA 2060, c'est une réflexion à découvrir dans les colonnes du quotidien. Publication du livre Djoutaou, la malédiction de l'enfant roi. Rémi Akpovi explore les dérives de la jeunesse à travers la fiction. Le journal Les 4 vérités, Romuald Wadaï, 94,05%, Paul Rumpa, 5,95%. Le taux de participation a été estimé à 58,75%. Ce sont les grandes tendances proposées par la Commission électorale nationale autonome hier soir. Nous passons au quotidien le meilleur qui nous propose les mêmes chiffres. Taux de participation 58,75%. Wada Intalata 94,05%, Paul Rumper Wanou 0,595%. Le journal vous propose d'autres détails dans ces colonnes. Le journal décryptage info, Romuald Wadaï a annoncé vainqueur avec 94,05%. Le matinal, la même actualité. Romuald Wadaï est élu avec 94,05%, selon donc le journal Matin libre. 24 heures après le scrutin, Paul Rumpa reconnaît la victoire de Romuald Wadaï. Gouvernance, le Bénin en route vers à la FIA 2060. Le journal L'économiste, ce matin, contribution de Roland Ribou, président du CIPB. Le Bénin en route vers à la FIA 2060. C'est une réflexion donc de l'homme dans les colonnes du journal. Je vous propose maintenant la une de La Boussole, présidentielle de 2026, large victoire de Wadaï avec 94,05% des voix pour un taux de participation de 58,75%. Renforcement sécuritaire dans le Nord, 10 communes en première ligne d'après le journal. Voici l'autre vision présidentielle de 2026. Paul Rumpe acte les tendances et reconnaît Romuald Wadaï vainqueur. Le journal L'Informateur, Paul Rumpe artisan de la démocratie béninoise. Plus de félicitations à Romuald Wadaï, c'est après la proclamation des grandes tendances par la Commission électorale nationale autonome. Et là, nous sommes avec Fraternité pour la deuxième lecture. Grande tendance du scrutin du 12 avril dernier. Les regards sont tournés vers la Sénat.
Paul Hongpa reconnaît sa défaite et félicite Romuald Wadaï à quand l'installation de la Sénat, à grosse curiosité donc de fraternité ce matin. Présidentielle de 2026 au Bénin, l'UPR et le BR saluent un scrutin apaisé et remercient les électeurs. Le Bénin en route pour Alafia 2060, c'est la réflexion à découvrir dans les colonnes du journal Fraternité ce matin. Et puis il y a un écrivain qui a publié un livre, Djoutaou, La malédiction de l'enfant roi. Il s'agit de Rémi Akpovi qui explore ainsi les dérives de la jeunesse à travers de la fiction. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux. Je vous propose tout de suite qu'on fasse un break, qu'on décroche notre téléphone et qu'on appelle justement docteur Akpo, firmé Akpo. C'est lui notre tout premier invité hein, sur ce plateau. Il sera au téléphone. Voici mon premier invité. Je rappelle que Dr Firmin Akpo est coordonnateur mettons, national du BRPT. Le BRPT, c'est le mouvement Bénin révélé pour toujours. Docteur Akpo, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir décroché mon appel ce matin. Je rappelle que votre mouvement a appelé dernièrement à voter massivement pour le candidat Romuald Wadaï. Merci encore une fois d'avoir décroché aussi matinalement mon appel. Les résultats sont tombés, docteur. En tout cas, pour ce qui est des grandes tendances proclamées par la Sénat, votre candidat écrase son adversaire. J'imagine que vous êtes allé sortir tout de suite la boisson la plus chère et la plus vieille de votre garde. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Comme vous l'avez si bien imaginé et dit, c'est la grande joie au sein du projet BRPT, Hmm. puisque ce pourquoi nous avons travaillé vraiment a été un franc succès. Hmm. Je vais d'abord alors commencer par remercier tous les acteurs, commencer par remercier d'abord les formations politiques Hmm. qui ont travaillé d'arrache-pied. Je vais nommer l'UPR et le BR et Mouel Bénin, Oui. qui ont soutenu le duo de candidats Ouara Italata. Je remercie également la Sénat pour le travail impeccable qui a été réalisé afin que tout le processus puisse bien se passer Oui. dans la paix et donner les résultats que nous avons obtenus. Mm. Je remercie naturellement les coordonnateurs départementaux et communaux du président Bénin révélé pour toujours Oui. pour la mobilisation remarquable sur toute l'étendue du territoire national. Je crois au cours du passage de notre duo de candidats dans les différentes localités, on a vu le BRPT présent un peu partout sur le territoire national. Je tiens vraiment à leur dire chapeau. Mm. Leur discipline, leur engagement et leur présence constante sur le terrain illustrent parfaitement que la force du BRPT repose sur une organisation solide et une réelle proximité avec les populations. Cette réalité est avant tout la leur. Je pense que nous devons rester unis, déterminés, mobilisés, car le travail se poursuivra dans notre pays, le chef pays, le Bénin. Je pense que la joie est au comble dans toutes les chapelles et c'est à l'actif de tout le peuple béninois, monsieur le journaliste. D'accord. Paul Hongpa, le challenger de votre candidat, a reconnu publiquement, bien avant même la proclamation des grandes tendances, qu'il a perdu les élections. Est-ce que cela vous a surpris vraiment? Et une fois encore, merci beaucoup. Je pense que cette réaction du candidat Paul Hongpa ne nous a pas vraiment surpris. Je pense que c'est une réaction à saluer et à prendre dans toute sa grandeur. Nous devons saluer cette réaction avec responsabilité. Elle traduit un esprit républicain et une reconnaissance des réalités issues des urnes. Je pense que ce n'est pas pour la première fois dans notre pays. Je me rappelle en 2016, quand le candidat Patrice Talon était en face de l'ancien Premier ministre. Oui. Et je pense que juste avant ou après les résultats, son challenger a déjà félicité le candidat Patrice Talon. Je pense que c'est dans cette culture démocratique que nous avons reconnu ici que Paul Hongpa a facilement reconnu les résultats des urnes et a montré sa grandeur d'esprit. C'est vraiment un signal fort pour notre démocratie et ça mérite, et ça explique réellement que le Bénin progresse en matière démocratique. Puisque fini sorti d'une élection, avant que les premières tendances ne soient proclamées par la Sénat et que le candidat malheureux puisse regretter officiellement sa défaite, je pense que c'est tout le peuple béninois qui en sort grandi. Et ça montre que le processus est déroulé sans faille et les différents acteurs ont reconnu vraiment les résultats qui sont sortis des urnes.
nous devons saluer cet acte de Paul Oumpe et prier que dans la suite, tout le pays puisse comprendre que nous avons tous intérêt à ce que notre pays puisse se porter dans la paix. Le défi de cette élection, docteur Akpo, c'était plus lié au taux de participation. Vous vous y êtes mis à fond. Quelle a été la physionomie justement de la participation dans votre espace? Et effectivement, nous avons beaucoup plus travaillé dans la 10e circonscription électorale qui regroupe les communes de Glazoué, de Savin et de Ouessé. Oui. Et au niveau de cette circonscription électorale, je pense que la participation des populations à ce scrutin a été exemplaire. On peut, sans risque de se tromper, dire qu'il y a eu un taux de participation de plus de 70-80% au niveau de cette circonscription électorale, ce qui est nettement supérieur au taux national qui déclarait pas à la Sénat tout à l'heure, qui tourne autour de 50, ou disons, qui tourne autour de 60%. 60%. Donc je pense que dans la 10e circonscription électorale, cela prouve que la vision du candidat, la vision partagée par le candidat, le projet de société présenté par le candidat Wadaï a vraiment convaincu la population, ce qui a motivé leur adhésion et leur engagement. Et nous avons eu ce résultat. Je pense que nous devons remercier ces populations pour avoir exprimé librement et de façon ouverte leur adhésion à ce projet de société. Pour vous, c'est la seule raison qui a expliqué qu'elle soit sortie en aussi grand nombre pour voter? Non, pas du tout. Il y a beaucoup d'autres raisons. On peut aussi dire que les différents acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les différents partis politiques, les différents mouvements qui ont soutenu l'action du candidat Wadaï, et surtout la présence permanente du président PRPT dans cet espace qu'est la 10e, a contribué énormément à ces résultats que nous avons eus. Il n'y a pas eu d'incident, monsieur Akpo. On avait des appréhensions au regard de ce qui s'est passé aux dernières consultations par le passé. Comment analysez-vous le comportement ou ce comportement du citoyen béninois le dimanche dernier? Bon, le dimanche dernier, un peu partout sur l'étendue du territoire national, on peut dire globalement qu'il n'y a pas d'incident majeur. Surtout pas d'incident allant dans le sens de ne pas crédibiliser le scrutin. Oui. Puisque je me rappelle, il y a des années antérieures, quand il y a une élection présidentielle du genre, on aurait entendu qu'il y a eu des difficultés par ici, des difficultés par là. D'abord, comme je l'ai dit, tout est parti de la parfaite organisation par la Sénat. Donc, ça dit déjà entre 7h et 7h30, presque tous les bureaux de vote sur le territoire national ont déjà ouvert, ce qui a facilité un peu les choses. En dehors de ça, comme je l'ai dit, le peuple béninois est tellement déjà habitué au scrutin. Et il y a à peine 2 mois, c'est-à-dire, je veux dire, le 11 janvier dernier, nous avons déjà fait les élections législatives et communales, ce qui a préparé le terrain à ce que nous avons vécu le dimanche dernier. Donc, cela voudra donc dire que le peuple est suffisamment conscient, le peuple a compris l'enjeu et on se dit qu'il vaut mieux vraiment contribuer au développement que de chercher à ternir l'image de notre pays. Les uns et les autres ont accompli leur devoir, ce qui a montré que nous sommes vraiment sur la bonne ligne. Et on doit aussi remercier le président Patrice Talon qui a dit qu'il doit vraiment contribuer au développement de notre pays par la démocratie. Et je pense qu'il a pleinement joué sa partition. La preuve, c'est que les élections seront déroulées sans heure et tout le monde est très fier de cette élection qui s'est passée dans notre pays. Votre mouvement a joué un rôle dans la mobilisation, comme vous l'aviez dit. Aujourd'hui, les élections sont terminées. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, votre mouvement? Qu'est-ce qu'il deviendra? Merci beaucoup pour cette préoccupation. C'est en d'autres termes, vous demandez quel sera l'avenir du BRPT après ces élections. Absolument. Je peux répondre que le projet BRPT, comme je l'avais dit plusieurs fois, ne s'inscrit pas dans une dynamique électorale. Nous allons alors donc poursuivre notre mission de mobilisation citoyenne, de sensibilisation et d'accompagnement des politiques publiques. Parce que nous avons comme mission d'échanger, de partager avec les populations à la base les visions des différentes politiques qui se développent, qui se mettent en place dans le pays, afin de recueillir leurs préoccupations et de les porter à qui de droit pour que nous puissions servir de courroie de transmission. Je pense que c'est maintenant que le BRPT doit se remettre encore au travail pour pouvoir contribuer au développement de notre pays. Votre candidat est élu. Félicitations. En attendant donc les réajustements éventuels de la Cour constitutionnelle, quels sont les premiers défis, selon vous, auxquels justement Romuald Wadaï devrait faire face? Je pense que, comme nous le savons, et
juste après des élections comme celle-ci, nous pourrons dire que les défis sont nombreux et multiformes. Les défis sont très nombreux. Il s'agira d'abord de consolider les acquis démocratiques et politiques, puisque notre pays est en train de faire petit à petit sa progression vers les grandes nations et on sent que nous sommes sur le bon chemin. En dehors de consolider les acquis démocratiques et politiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut également accélérer les réformes en cours, notamment en matière de développement économique et social. Je pense que le candidat a été clair. Il dit qu'il doit pouvoir contribuer à éradiquer la pauvreté et surtout l'extrême pauvreté. Je pense que c'est un grand chantier qui va commencer dans les jours à venir. Mais le défi majeur demeure la réponse concrète aux attentes légitimes des populations, puisque nous savons, si les populations ont accordé le suffrage à notre candidat, c'est qu'elles attendent en retour que les problèmes soient vraiment, commencent par trouver des solutions, notamment l'emploi des jeunes, la cohésion sociale, la sécurité, le développement local, l'inclusion sociale, l'amélioration des conditions de vie et des populations. C'est sur ces résultats que nous serons appréciés. Pour nous résumer, nous allons dire que dans un bref avenir, notre futur président va naturellement mettre en place son programme d'action du gouvernement, ce qui sera inspiré de la vision Bénin 2060, Bénin un monde de splendeur. Je pense que c'est ça qui sera le principal outil de développement et qui va prendre en compte toutes les préoccupations légitimes des populations du Bénin. Et c'est sur ce chantier-là que nous attendons notre futur président, le président Robert Wallay. Dr. Fiméako, merci beaucoup d'avoir été en ligne. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour le développement de notre pays. Merci à vous aussi. Très bonne journée. Merci, pareil à vous. Merci. Autour à Cotonou, je vous propose qu'on découvre maintenant le contenu du mini-journal que vous aurez à suivre avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. Proclamation des résultats provisoires de la présidentielle de 2026. Le duo Romuald Wada et Mariam Chabi Talata arrive largement en tête avec 94,05% des voix selon les résultats provisoires proclamés par la Sénat de la nuit d'hier. L'opposition formée par le duo Paul Ronkwe Roch Rouanou obtient 5,95% des voix. On vous dira de plus en détail. Et puis en fait déjà, les résultats dans le camp de la majorité au pouvoir dans une soirée de remerciements organisée dimanche au quartier général de campagne. Romuald Wadani a communié avec ses soutiens, notamment les jeunes qui ont été mobilisés pour obtenir la victoire annoncée par la Sénat hier. C'est le bulletin d'information. Direction le siège de la Commission électorale nationale autonome. Hier, on n'a pas beaucoup dormi. L'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin a donné les premiers chiffres de l'élection du dimanche dernier, Florence. Oui, Tanguy, 24 heures après le vote, la Commission électorale nationale autonome Sénat a donné les résultats provisoires du scrutin en se basant sur 90,55% des suffrages compilés. À l'arrivée, donc, Romuald Wada est en tête avec 94,05% et Paul Ronkwe 5,95%. Je vous invite à suivre Saka Lafia au micro de Teddy Goudalo et Simon Colon. Article 1er. État de la participation. L'état de la participation au scrutin du 12 avril 2026, établi sur la base de 90,55% des résultats traités, est arrêté comme suit. Nombre d'électeurs inscrits 7 897 287. Nombre de votants 4 640 354. Suffrages valablement exprimés 4 522 756. Bulletins nuls 117 598. Taux de participation 58,75.
Article 2. Proclamation des résultats provisoires par Dio. Sous réserve de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, juge souverain du contentieux électoral, les suffrages obtenus par les duos de candidats sont proclamés ainsi qu'il suit. 1. Kossi Mbweke Romial Wadayi et Mariam Chavitalata, 4 252 347 voix, soit 94,05%. 2. Paul Wunkwe et Roch Judicaël Mouaounou, 269 433 voix, soit 5,95% des voix. Article 3 de la transmission. En application des dispositions des articles 16 et 19 du Code électoral, la présente décision, accompagnée de toutes les pièces annexes, est transmise sans délai à la Cour constitutionnelle. Article 4. Publication. La présente décision sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République du Bénin et diffusée partout où besoin sera. Fait à Cotonou le 13 avril 2026. Signé Saka Lafia, président de la Sénat. Avant la proclamation de ces résultats provisoires, les citoyens de Cotonou et d'Abomey-Calavi ont livré leurs impressions sur le déroulement du scrutin du dimanche dernier et ont exprimé leurs attentes vis-à-vis du nouveau président. C'est dans ce reportage de Lucrèce Ogudjo et Teddy Goudal. Au lendemain du scrutin présidentiel, les activités reprennent de plus belle dans les villes de Cotonou et Abomey-Calavi. Commerçants, conducteurs de véhicules à 2, 3 et 4 roues vaquent à leurs différentes occupations. Les regards sont tournés vers la Commission électorale nationale autonome Sénat pour les grandes tendances. Tout s'est bien passé dans la paix, sous la bénédiction divine, parce qu'on veut un président parfait et c'est ce qui sera fait par la grâce de Dieu. Les parties prenantes se sont mobilisées pour que hier on a vécu une grande fête. Alternellement sur toute l'étendue du territoire national, on a constaté que vraiment c'était la fête, c'était l'ambiance et tout est vraiment parfait. Parce que nous avons constaté pour la première fois une mobilisation qui ne dit pas son nom. Tous les acteurs se sont impliqués et qu'on a constaté une grande fête, une grande ambiance avant, pendant et après les élections. Par rapport à certaines zones, il y a eu du retard, mais finalement les gens sont sortis pour voter. Les citoyens rencontrés ne manquent pas d'exprimer leurs attentes vis-à-vis du prochain président de la République. Ils évoquent divers espoirs. Qu'ils prennent les pas de son prédécesseur pour un Bénin émergent et émouvant. Parce qu'après tout, on a la paix. Notre cher pays, le Bénin, est un pays de paix, est un pays béni. Les organisations qui s'occupent de la gestion des élections fassent bien leur travail. On a toujours confiance en ces institutions-là et que le peuple soit rassuré de l'efficacité de ces organes qui s'occupent de la véracité des résultats des urnes. Le meilleur candidat, qui a eu beaucoup de voix, soit déclaré le président admis et être placé à la tête de la nation béninoise.
En attendant de voir toutes ces attentes se concrétiser, la Sénat est attendue au plus tard ce mardi 14 avril 2026 pour la proclamation des résultats provisoires. En image à présent, au lendemain du scrutin présidentiel, les différentes missions internationales présentes au Bénin pour observer le déroulement de cette élection se sont retrouvées dans la matinée d'hier à Cotonou pour une réunion de concertation. Cette séance post-électorale, conduite par l'ancien président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, permet de faire le point de la journée du vote de dimanche sur l'ensemble du territoire national. La concertation est aussi le moment d'harmoniser les points de vue sur les constats de terrain lors du déroulement de la présidentielle. C'est une phase importante qui précède la déclaration primaire préliminaire rendant compte de l'observation générale de la présidentielle de 12 avril au Bénin. La déclaration est prévue pour ce jour. Dans la suite de ce bulletin, la soirée électorale du dimanche a pris des allures festives dans le camp de la mouvance présidentielle. Après la fermeture des postes de vote, le candidat Romuald Wadayi a organisé au profit de ses jeunes militants et de son état-major de campagne une rencontre de gratitude. L'événement s'est tenu au siège de campagne basé à Cotonou. Hugues Vingbe et Jocelyn Barriga. De la bière, pression. D'autres boissons pour satisfaire tous les goûts. Et des plats jetables épars sur le plancher. Donnant du sens au célèbre dicton « Après l'effort, c'est le réconfort », Romuald Wadayi convie à cette agape de soirée électorale ces jeunes supporters ayant veillé sur ses intérêts dans les postes de vote. Après avoir travaillé dans les bureaux de vote, on les a invités ici pour une petite restauration, pour se rafraîchir. Le candidat a bien pensé de le faire et c'est la joie, c'est la convivialité, c'est la fête. Je suis contente, très contente parce que c'est la jeunesse qui gagne. Et quand on dit c'est la jeunesse qui gagne, c'est notre avenir que nous voulons bâtir. Et quand l'autre descend sur les lieux pour un court moment de communion, l'ambiance grimpe d'un cran. Pour certains jeunes rencontrés ici, cet événement festif offre une fois encore l'opportunité d'exprimer au candidat à la magistrature suprême ses aspirations profondes. S'il peut penser aux jeunes, côté fois qu'on quitte la maison, qu'on trouve un truc à faire. Cette soirée électorale augure d'une célébration plus impressionnante en cas de victoire du candidat de la mouvance présidentielle au scrutin de dimanche. Tanguy, ainsi s'achève ce bulletin d'information. Merci pour le service à la nation. Bonne journée à vous, Florence, et à demain. Mesdames et messieurs, la suite d'Actu Matin, c'est l'actualité des sports. Voici Candide Ronrinton. La fête du football sur la planète, ça reprend ce soir. Candide, bonjour. Manche retour des quarts de finale de la Ligue européenne des champions s'ouvre ce mardi. Oui, deux duels décisifs à suivre ce soir à partir de 20h précisément dans le cadre de la manche retour de cette étape de quart de finale de la Ligue européenne des champions de cette saison. Atlético, Barça, Liverpool, PSG. Et pour ces deux matchs, il faut dire que l'Atlético a remporté le match aller 2-0 face au FC Barcelone, tout comme le PSG devant l'équipe de Liverpool. Et cette fois-ci, c'est la dernière chance pour ces équipes qui ont perdu le match aller. Et il faudra dire cette dernière chance pour refaire le retard au score et d'espérer renverser la situation pour s'offrir les tickets et pour les demi-finales. Pendant ce temps, l'Atlético et le PSG n'auront aucun seul objectif, conserver leur avantage et prendre au bout, il faut le dire, les tickets pour le Caridas. Tanguy, de match à suivre à 20h, Atlético, FC Barcelone, Liverpool, PSG. Deux duels très très attendus pour cette manche retour de cette étape des quarts. On ne va pas dire très attendu, côté Angleterre, puisque
Liverpool, c'est pas la forme la plus clinquante du monde actuellement. D'ailleurs, la prestation aura été très difficile au Parc des Princes au match aller. D'ailleurs, ils ont perdu 2 buts à 0. Donc, on peut dire avec surtout ce football pression du PSG que ça va être un peu compliqué pour les Reds de remonter un peu, je dois dire, la pente. Mais l'impossible n'est pas dans le foot. On se rappelle justement, je crois en 2019 ou 2018, cette remontada quand même des Reds sous la direction donc de leur ancien coach Jürgen Klopp par exemple, qu'ils ont remonté 3 buts face au FC Barcelone. Mais entre ce Liverpool et le Liverpool actuel, il y a une grande différence, même si quelques éléments de la grande épopée sont encore sur le terrain. Je veux penser par exemple au défenseur Virgil van Dijk, par exemple. À part lui et peut-être Mo Salah qui est resté dans les tribunes alors. Je crois que l'essentiel de l'armature de cette équipe n'est plus vraiment présent. Donc, c'est pas évident qu'on ait en tout cas ce miracle, mais on est toujours dans le football. Par contre, en Espagne, ça va être vraiment un match très attendu. Surtout que quand on voit un peu les circonstances dans lesquelles les Blaugrana ont perdu à l'aller avec un carton rouge, je dois dire très sévère, même si la loi du football, c'est la loi du football. Dernier défenseur oblige, donc il a pris ce carton rouge, ce qui a déséquilibré complètement le jeu des Barcelonais. On a vu quand même qu'à 10, ils ont mis beaucoup de pression, je dois dire, aux Colchoneros. On va espérer qu'au Metropolitanos aujourd'hui, ils retrouvent les ressources nécessaires, puisqu'ils seront à 11 pour faire le comeback, puisqu'ils sont habitués justement à ce comeback. À ce comeback justement. Et parlant de comeback, dans l'histoire en Ligue des Champions justement, les Blaugrana n'ont pas encore réussi à remonter au score face à une équipe des Colchoneros en Ligue européenne des champions. Rendez-vous ce soir à partir de 20h pour suivre cette affiche. Comme temps pour la manche retour de cette étape des quarts de finale entre Blaugrana et Colchoneros. Bien entendu, à partir de 20h à Barça. Et puis à la même heure, l'équipe de Liverpool recevra dans son entre son homologue du PSG, Paris Saint-Germain, qui s'était imposé au match aller, tout comme l'Atlético de Madrid, 2 buts à 0 au FC Barcelone. Prenez le rendez-vous à partir de 20h pour ces deux affiches et on va s'intéresser justement à un des nôtres. Il n'évolue pas encore en Ligue européenne des champions, mais on lui souhaite justement cela puisque c'est un jeune joueur béninois, Rodolfo Aloko, qui bouge de la MLS Nest Pro pour l'élite du championnat américain, la Major League Soccer. L'ancien joueur de Dynamo d'Abomey au Bénin, après son passage en Croatie, qui est désormais passé en professionnel et a paraffé un contrat jusqu'en 2030 avec Charlotte FC. C'est depuis quelques mois qu'il évolue dans ce championnat américain, ayant d'abord pris part la MLS Nest Pro, qui est justement l'étape, l'antichambre de l'élite, avec l'équipe réserve de Charlotte FC, avec Crown Legacy, qui est l'équipe réserve de Charlotte FC. Il a disputé 5 matchs, inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives. Enrôlé dans l'équipe vendredi, il a déjà eu son premier baptême du feu sous la couleur de Charlotte FC en match officiel à l'occasion donc de la 7e journée du championnat. Il est entré en jeu à la 83e minute et a donc disputé les 7 dernières minutes du temps réglementaire de la rencontre de Charlotte FC devant l'équipe de Nashville SC. Eh bien, le jeune Guépard a partagé avec nous ce lundi sur Canal Sport ses premières sensations sur le terrain, sous les couleurs, sous la tunique de Charlotte FC, surtout ses défis pour la suite de la saison. On écoute. Mon passage à Crown Legacy déjà s'est très bien passé. D'accord. Et ça m'a permis de prendre mes repères, de m'adapter au style de jeu de l'équipe et de beaucoup plus gagner en confiance. Je dirais que mon adaptation a été progressive. D'accord. Match après match, je me suis senti de mieux en mieux sur le terrain. Déjà, je dirais sans mes coéquipiers, cela n'allait pas être possible. Puisque un match 11 contre 11 et je suis vraiment ravi pour ça, je leur dis merci. Mon adaptation et tout, c'était très bien. Intégrer l'équipe première, c'est une étape importante dans ma carrière. Et cela prouve que le travail collectif et individuel, ça paye. Déjà, je dirais que chaque opportunité dans la vie est pour un joueur
une chance, tu vois, une opportunité. Quand ça vient, on essaie de le prendre au sérieux et ça va. Je ressens, c'est normal, j'ai ressenti beaucoup de joie, de fierté. Mon parcours n'a pas été facile. Et signer ici, pour moi, je dis que avec la grâce de Dieu, c'est une récompense. Et ce n'est que le début. Il faut continuer à travailler pour aller plus haut. J'ai ressenti beaucoup d'émotions et de motivation. C'était un moment formidable et spécial pour moi. Et j'avais vraiment de bien faire. Pour moi, déjà, je veux continuer à progresser. Je veux continuer à progresser, gagner du temps de jeu, marquer des buts, aider mes coéquipiers et à long terme, aller au plus haut, atteindre le plus haut niveau que possible. Pour moi, déjà, je vais prendre une première partie pour dire merci. Merci pour tous ceux qui me soutiennent d'abord. En l'occurrence, ma famille, mes amis, mon coach formateur que je salue, Monsieur Silva, mes agents, sans oublier César Mboma, qui est vraiment un prime dans le fonctionnement et mon progrès. Et vraiment, aux jeunes, je dirais de continuer tranquillement à travailler, de mettre Dieu devant, continuer à prier et avec l'aide de Dieu, tout viendra. Tanguy, un joueur qui reste assez modeste, continue par travailler surtout à gagner du temps de jeu et contribuer à une belle saison de Charlotte FC en MLS. Justement, un joueur qu'on a vu à la CAN au Maroc, qui après justement sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations est retourné en club et cette fois-ci c'était une transition de la Croatie vers les États-Unis. Il a pris par une équipe réserve cette fois-ci. Il va évoluer au plus haut niveau du championnat américain. Un joueur modeste, mais aussi croyant. Ah oui, évidemment. Voilà, il a prié tout son Dieu pour continuer à briller. Ça fait la fierté du Bénin de voir quand même que de jeunes talents comme ça commencent à progresser, aller dans des championnats qui intéressent, même si MLS, les gens pensent que ce n'est pas un grand niveau. Je rappelle que quand même... le joueur le plus titré de tous les temps, il joue. Oui. Donc, il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'autres, notamment espagnols, qui ont fait les grands moments de football du Barça, qui s'y retrouvent là-bas. Et donc, certainement qu'il va en apprendre et qu'il va en apporter aussi à l'équipe nationale. On va surtout espérer cela et lui souhaiter bonne chance pour la suite de la saison. Nous, on revient maintenant sur le continent. Les interclubs de la CAF avancent tout doucement vers leur fin. Le week-end, nous avons assisté à la manche aller des demi-finales, que ce soit en Coupe CAF ou en Ligue africaine des champions. Commençons par la compétition reine sur le continent en ce qui concerne les interclubs. L'équipe de Mamelodi Sundowns, lors de son déplacement en Tunisie, s'est imposée par 1-0 à l'équipe de l'Espérance de Tunis. Victoire à domicile pour l'ASFA du Maroc devant l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane. Au niveau de la Coupe de la Confédération pour les deux matchs déroulés dans le cadre de cette manche aller des demi-finales, l'équipe du Zamalek SC s'est imposée par 1-0 au CRB Louizdad, et puis score nul et vierge entre l'équipe du MC Alger et l'Olympique Club de Safi. Tanguy, et si on s'intéressait maintenant au foot féminin? On va parler des dames, notamment de celles qui n'ont pas encore 17 ans. Les Amazones U17 sont de retour donc à Lomé et vont préparer activement leur revanche, en tout cas on l'espère, leur revanche sur le Burkina Faso. Elles avaient affronté justement leurs homologues à Burkinabé, un match soldé par une défaite, un but contre 3, c'est ça? Oui, le revers a été amer face aux étalons dames du Burkina Faso dans le cadre de la manche aller de ce premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. Et il faut dire tout juste au lendemain de cette défaite, les filles de Ida ont rallié Lomé et sont tournées vers cette deuxième manche. À peine arrivées, elles sont plongées dans le travail avec sérieux détermination, consciente de l'enjeu crucial, surtout une remontada pour aller chercher le ticket d'accès au tour suivant. Elles ont effectué hier une séance d'entraînement intense marquant le début de la préparation du match retour face au Burkina Faso. Désormais, il faudra tout donner jusqu'à la dernière goutte de sueur pour espérer renverser le jeu et surtout le match. Et pour ça, le groupe affiche une détermination sans faille, concentration, engagement et esprit de conquête animent les esprits. Elles veulent marquer
l'histoire. Rendez-vous est pris pour vendredi prochain à partir de 16h GMT 17h du Bénin au stade de Kégué de Lomé pour la manche retour entre Amazon U17 du Bénin et Talon d'Âme de la même catégorie. De leur côté, les seniors béninoises aussi préparent une remontada, aussi par une remontada forcément, mais une rencontre amicale à travers laquelle elles devront se remettre en confiance. Dimanche, les filles du sélectionneur Abdullah Ouzerou ont perdu face à leurs homologues de la Tunisie dans un match très engagé où elles ont caissé l'unique but de la rencontre dans les toutes dernières minutes de la partie. Après donc cette défaite, Yolan Niami et ses coéquipiers sont retournés au travail pour préparer sereinement le match face aux Comores prévu pour ce mardi. Elles se sont entraînées hier au parc Hassan Belkhodja de l'Espérance sportive de Tunis. Une dernière séance de réorganisation technique et tactique qui a permis au staff d'adapter la charge du travail des joueuses utilisées face à la Tunisie. Et l'après-midi a été consacré à la récupération de l'ensemble de l'effectif. Le match entre Béninoises et Comoriennes va se dérouler cet après-midi au complexe sportif Manouba de Tunis. C'est à partir de 14h GMT, 15h de Cotonou. On va parler du strap. Volleyball d'abord. Volleyball d'abord. On va s'intéresser donc au classement officiel de la phase allée du championnat professionnel de la discipline. Elle est déjà connue. Oui, la fédération l'a dévoilé il y a quelques heures. De cela, à travers justement une annonce officielle adressée aux médias. Au niveau des hommes dans la zone A, c'est l'équipe de l'AS Finance qui domine les débats, il faut le dire. Après donc une panoplie de matchs joués, 9 matchs joués au total. L'équipe de l'AS Finance totalise, il faut le dire, un total justement de 25 points au compteur après 9 différents matchs joués, 23 points au compteur pour Énergie, positionné deuxième au classement. L'AS Police est troisième avec 18 points au compteur, 2 points de moins pour l'AS All-Star qui vient en quatrième position. Adidia est cinquième au niveau de la zone A avec 13 points au compteur, 1 point de moins pour Asson Union, 6e, 7e place pour Alada Olympique. Bien entendu, AS Cotonou est 8e, avant-dernière place pour Vessos dans la zone A. Et puis Jiba Omnisport garde la lanterne rouge de cette zone. Dans la zone B, toujours au niveau des hommes, c'est l'équipe de l'USCK qui est premier avec 17 points au compteur, il faut le dire. 16 points au compteur pour MSC, deuxième Étincelle, troisième Dynamique, VBC, quatrième, cinquième place pour Béké, la JSPA est sixième et puis la JSA est bien entendu dernier au classement avec 0 points au compteur après justement 6 différents matchs disputés. Au niveau des dames dans la zone A, on a en tête Queens VBC, équipe championne en titre avec 24 points au compteur, 18 points au compteur pour Énergie, deuxième au classement, et puis la troisième place est pour Vessos, quatrième place pour Alada Olympique, Adidja cinquième, Hirondelle sixième, AS Cotonou septième, Jibo Omnisport huitième et puis dernière place pour les Amazones. Bien entendu l'équipe des Amazones avec 0 points, avec 2 points au compteur, et bien entendu dans la zone B, Amal VBC est premier au classement, deuxième place pour Dynamique, Étincelle troisième, quatrième place pour Phoenix, la JSP est cinquième et puis MFC vient à la dernière place avec 1 point au compteur. On va maintenant nous intéresser à une dernière information sur le tour d'horizon sportif de ce matin. Le Comité national olympique et sportif béninois a organisé les 6 et 7 avril dernier la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Une célébration marquée par 2 temps forts, une marche sportive et des activités intellectuelles pour briser les barrières et surtout créer un cadre sportif sain. C'est un moment unique que le Sénos Ben tenait à célébrer. Commémorer à travers un grand rassemblement le sport au service du développement et de la paix. Et sur les artères de la ville de Porto Novo, le mouvement sportif est sorti massivement pour une marche populaire sur plusieurs kilomètres. Une randonnée pour démontrer que le sport, au-delà d'une simple pratique, est aussi un langage commun qui rassemble. Elle a aussi été une pratique sportive inclusive qui a rassemblé presque tous les acteurs, sportifs ou non, durant environ 1 heure de temps. Wow, précisément, sans mentir, ça m'a tellement marqué parce que j'ai vu un public prêt à œuvrer pour l'inclusion sociale. Ça a été une expérience. Beaucoup d'étudiants qui ont défilé avec nous, qui ont marché du moins ce matin, ont su comment
accompagné par exemple une personne en fauteuil roulant, comment faire en sorte de vivre ce que vivent les personnes handicapées en tricycle. Au-delà de la marche sportive, la célébration de cette journée est aussi marquée d'ateliers de réflexion et d'engagement en faveur de la promotion des valeurs de paix, de solidarité et de vivre ensemble à travers le sport. Les participants ont eu droit à diverses communications, entre autres, sur le rôle et l'importance de cette journée, l'évolution des Jeux olympiques de l'Antiquité à nos jours, le sport comme facteur d'inclusion, notamment à travers le mouvement paralympique béninois. La fête a été très belle. Chacun a tenté de déverrouiller un peu ses articulations. Notre célébration prend donc aujourd'hui une dimension particulière à l'aube des premiers Jeux olympiques de la jeunesse en terre africaine, Dakar, dans quelques jours. Que les travaux d'aujourd'hui, ou qui ont commencé depuis un temps, marquent le point de départ d'une collaboration renouvelée pour que le sport soit plus que jamais le climat de notre unité nationale. Un accent particulier a aussi été mis sur la nécessité de renforcer les liens entre les acteurs du mouvement sportif béninois et les institutions. L'objectif est de créer les ponts et briser les barrières en vue de faire du sport un véritable levier de développement au Bénin. Beaucoup plus éclatant. Voilà l'essentiel à retenir du tour d'horizon sportif de ce matin. Et avant de vous fausser compagnie, retenez que depuis quelques jours, des Béninois prennent part, il faut le dire, à l'édition 2026 du championnat d'Afrique de Scrabble. Ça se tient à Ouagadougou, Burkina Faso. Une délégation de près d'une demi-douzaine d'athlètes justement à cette compétition qui se tient à Ouagadougou. Et il faut le dire, François-Xavier Adjovi et Nicanor Kovi et leurs coéquipiers représentent fièrement les couleurs nationales sur cette scène africaine. On ne reviendra pas ici demain pour le point complet de la participation des représentants béninois. Donc ici on s'arrête ici ce matin. Je vous dirais merci pour la présentation. Je vous souhaiterais de passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on a encore deux invités. Un au téléphone, Joël Ataï-Kedegbe, membre de la plateforme des organisations de la société civile. Et il y a eu un œil ouvert tout au long de la journée du dimanche sur le processus de vote. Il nous dira quels sont ces éléments d'appréciation à l'issue donc de cette consultation électorale. Il n'a pas encore décroché notre appel. Je vous propose donc de recevoir tout de suite et maintenant Aria Sogba de l'Association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers. Voici mon invité. Aria Sogba, bonjour. Bonjour, monsieur. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous devez être en joie actuellement. La Sénat a proclamé les résultats, les grandes tendances hier. Et même avant cela, Paul Rompé a dit qu'il reconnaissait déjà sa défaite. Comment est-ce que vous appréciez ça? Merci beaucoup, le journaliste. Merci pour l'invitation. Et avant d'aborder ta réponse, ou bien de te répondre, je dois quand même remercier tous les comités, tous ceux qui ont travaillé, qui ont mouillé les maillots, les deux partis UP et BR, les différents comités, les différents mouvements, les différentes associations qui ont mouillé les maillots et qui ont pu donner ce résultat. On doit quand même les remercier d'abord. Et après, je dis que l'acte du candidat de l'opposition est vraiment salutaire. Ça veut dire qu'il est un homme démocrate. Et c'est un exemple. C'est un exemple qu'il est en train de nous donner parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, et à un candidat de reconnaître sa défaite. Ça n'arrive pas comme ça. Il doit commencer par constater ce qui s'est passé, mais il ne l'a pas fait. Donc, mais c'est pas la première fois. En 2016, on s'est rappelé, Lionel Zinsou avait appelé Patrice Talon pour lui dire félicitations, moi j'ai perdu, tu as gagné. Donc ce n'est pas une innovation. Oui, mais au moins lui-même il a fait. Donc il faut quand même lui reconnaître cela. C'est un geste vraiment salutaire. Et je profite de cette occasion pour demander à tous les candidats pour les élections à venir de se comporter comme ça. Vous devrez être très content maintenant. On a dit que Romuald Wadagne, la Sénat a dit que Romuald Wadagne a gagné les élections. Mais c'est la joie de tout le monde, non?
Et je profite de cette occasion pour vraiment remercier les acteurs de l'essence frelatée qui sont sortis massivement, qui ont déjà même fait une déclaration le 25 passé pour apporter leur soutien au duo. Vu cela, je pense que si on donne les résultats aujourd'hui, on sera content parce qu'ils sont sortis massivement du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et vous allez voir, le vendredi passé, ils étaient tous dans leur t-shirt bleu, derrière le candidat quand il était à Mindobor, derrière le candidat quand il était au Carrefour Sainte-Cécile. Donc aujourd'hui, je pense que nous, les vendeurs d'essence, vraiment nous sommes contents de ce temps parce que, vous avez vu, il est resté à la tête du ministère des Finances pendant près de 10 ans. Et il ne nous a pas compliqué la vie. Il est resté à côté du chef de l'État à cause de lui. Parce que tout ce que le chef de l'État a fait, c'est lui qui a tout dit, qui a tout financé. Parce qu'il est resté sur la caisse. Donc c'est lui qui a tout fait. Si aujourd'hui, nous avons les bonnes voies, nous avons des endroits, des marchés qui ont été construits, c'est grâce à lui. Et donc aujourd'hui, il est arrivé. On est tous contents parce que c'est encore un jeune. Il va faire beaucoup de promotion pour la jeunesse. Donc, c'est une joie pour nous. Pendant que tout le monde pense aux élections, vous êtes mis à rendre hommage à Patrice Talon. Pourquoi vous avez fait ce décalage-là? Merci beaucoup. C'est une question qui me tient vraiment à cœur. Vous savez, en 2016, beaucoup ont fait de fausses analyses. C'est-à-dire, une fois qu'il y a FCBE et PRD, RW ensemble, bon, c'est fini, Zissou doit passer. Et moi, en tant qu'un pauvre type, parce que je suis ici d'une famille pauvre, j'ai risqué ma vie. J'étais comme ça avec Liari Vinayon et Soglo. J'étais comme ça avec lui, mais malgré ça, j'ai dit niet, je vais voter mon sang. Parce que Patrice Talon est un noir, donc je vais voter mon sang. Et j'ai fait ma déclaration au champ d'oiseaux de Cotonou, devant ses proches. Mais juste après ça, je pense que ses proches ne m'ont plus ouvert la porte pour aller le voir. Mais Dieu a vu que vraiment j'ai mouillé les maillots pour lui. Et puis en son temps, en 2016, j'étais sur une moto Wave, débraillée. Mais aujourd'hui, je suis un élu à Cotonou, conseiller à la mairie de Cotonou. C'est grâce à Patrice Talon. C'est en son temps que je suis. C'est pas lui qui a organisé la campagne pour vous, non? Il a financé votre campagne? Oui, je sais. Oui. Je sais. Son Dieu m'a aidé et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Dans mon secteur, il n'est pas arrivé parce qu'on lui a fait une déclaration. C'est les acteurs qui lui ont fait cette déclaration. Donc quand il est arrivé, ils ne nous ont pas créé de problème. Donc j'ai connu une évolution énorme dans mon secteur. Il a réorganisé le secteur à travers les autorités douanières et je me suis senti heureux. Mais pour ça, il est normal que je lui rende hommage parce que vu les 15 jours de campagne, que ce soit mouvement, que ce soit les uns les autres, personne ne se rappelle plus de lui. Mais nous, les vendeurs d'essence, plus précisément, moi, Henri Azorba, je suis un tissu d'Aboumé, je suis un homme très, très reconnaissant. J'étais un pauvre type en 2016, mais après son arrivée, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ma photo sur son carrefour, direction Sonep, pour le remercier. Je pense que ce soir, je vais enlever la bâche là. Donc, voilà la raison pour laquelle je lui ai rendu hommage. Le défi du taux de participation a été très difficile, notamment à Cotonou. On sait que Cotonou est une ville rebelle, comme toutes les villes d'ailleurs rebelles. À peu près. Comment est-ce que vous aviez fait pendant la campagne? Cette question-là m'étonne. Ah bon? Oui, mais je ne sais pas comment vous avez sillonné le Cotonou pour voir qu'il n'y a aucune difficulté à Cotonou. Le taux est monté. Vous avez vu les tendances, non? Les Cotonouis. Oui, mais ça, c'est une tendance nationale. On n'a pas encore les chiffres au niveau de Cotonou. Vous avez les chiffres de Cotonou, vous? Qu'est-ce que ça donne? Vous verrez les chiffres de Cotonou. Sur 100 personnes, on doit avoir 85% à Cotonou. Parce que vous avez vu, on a sillonné plusieurs bureaux de vote le dimanche passé et tout le monde est sorti massivement. Et je profite de ça pour remercier encore une fois les vendeurs d'essence. Ils n'ont pas été à la messe. Avant d'aller à la messe, j'ai donné une instruction ferme en tant que leur président et ils ont respecté. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils ont respecté. Et tout le monde a voté. Tout le monde a voté. Donc à Cotonou, on n'a connu aucune difficulté pour le taux de participation. Vous verrez les tendances ce soir par le président de la Sénat.
En tout cas, on a un œil sur les détails qu'on verra après. Vous êtes de nombreuses associations aujourd'hui, Monsieur Henri, à Sogba, aujourd'hui à se réclamer au nom des vendeurs d'essence de contrebande et vous combattez même assez violemment. On a des déclarations par ici, des déclarations par là-bas. Comment est-ce que ça peut se comprendre qu'un secteur aussi modeste ait autant de difficultés, autant de dissensions? Merci beaucoup. C'est déplorable pour notre secteur. Mais oui, c'est vraiment déplorable. Et vous avez, le vendredi passé, il faut que je commence par là. Le vendredi passé, oui. vous appelez la première adjointe au maire de Cotonou maintenant. Elle va vous le dire. Vous appelez Madame Sedami, vous appelez M. Aubert Adoukonou ou bien le CA6. Ils vont vous dire que je suis le seul qui les a appelés pour leur dire à l'arrivée, la descente du président, du candidat, il faut que les vendeurs d'essence aient leur place. Et le jeudi, vers 1h, 2h du matin, Aubert Adoukonou m'a montré notre bâche. Et subitement, le vendredi très tôt, le camp, ils se disent Haïti RPP, je ne maîtrise même pas le truc. On va pas chercher loin. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi est-ce qu'il y a trop d'associations? Oui, voilà, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire, c'est des gens je ne comprends pas ce que je veux dire, c'est des gens qui ne font que perturber. C'est des gens qui ne font que déranger. C'est ça que je vous dis. Le lendemain, le vendredi, ils sont venus sur le lieu pour dire qu'ils sont des vendeurs d'essence. Ils sont des vendeurs d'essence. Bon, j'ai dit à mes éléments de les laisser. Vous savez que 15 minutes avant la fin de la déclaration du candidat, ils sont à peine 30 qui sont assis. Et alors que Aubert Adoukonou nous a donné 3 et 6 grandes bâches. Et les restes là, les places restantes là, c'est rien que... Non, c'est pas vide, c'est rien que mes éléments. Ils sont en t-shirt bleu, remplis toutes les bases, alors qu'eux, ils sont à peine 30. Comment on peut comprendre cela? Comment on peut expliquer cela? Comment est-ce que dans un secteur, on peut avoir tant de désordre comme ça? Pourquoi vous ne discutez pas entre vous? On a passé par tous les moyens pour discuter. Ils ne veulent pas parce que ce qu'ils veulent, c'est seulement la tête de Henri Asogba, parce que Henri est porté par le peuple. Il faut voir la fois dernière, j'ai même suivi un reportage de Madame Mathieu, non, qui disait qu'il y a le secrétaire, c'est-à-dire Keta Jean, le fils de Keta Paul, a fait une déclaration pour les vendeurs d'essence. Ben, je profite de ça pour vous dire à vous, journalistes. Vous n'allez pas le répondre sur mon plateau, puisqu'il n'est pas passé sur mon plateau. D'accord, oui. Mais je profite de ça pour dire à vous, journalistes, si les gens viennent vous voir là, il faut chercher à faire des enquêtes pour voir si est-ce que c'est vraiment les acteurs. Est-ce que c'est les vrais acteurs qui sont venus vers vous? C'est quoi, il n'y a pas vendeur d'essence? Oui, il y a vendeur d'essence. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas faire une déclaration? Oui, non, c'est pas comme ça. Parce qu'ils nous ont vus le 25 passé, nous, on est sortis massivement au Carrefour Saint-Cécile. Oui. Tout juste après ça, ils ont commencé par monter par-ci, par-là, pour raconter des bêtises, pour aller voir les journalistes, qu'eux-mêmes, ils sont sortis, Donc voilà, est-ce qu'avec ça, mon cher journaliste, est-ce qu'avec ça, c'est des gens qui sont vraiment conscients? Au moment où vous avez vu votre jeune frère, écoutez ce que le président Patrice Talon a dit le lundi de Pâques. Il a dit quoi? Il a dit, mais tu l'as mis, Minami a 10 ans, bon, m'blofo, na jodo, nous tchonjaja, rien à voir. Ça dit que vous m'aviez confié une tâche pour 10 ans, j'ai fini mes 10 ans, je dois laisser la place à quelqu'un d'autre. Très bien. À un jeune. Voilà. Oui. Est-ce que nos aînés là, qui sont en train de bousculer le secteur là, est-ce qu'ils seront présidents à vie? Mais c'est un secteur professionnel, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas la présidence. Oui, je sais. Si oui. Aujourd'hui, vous sillonnez les brigades douanières maintenant, ils vont vous dire ceux qui travaillent réellement, ceux qui exercent réellement l'activité. Le président, notre doyen, Oloé, était notre président vraiment. Oui. Notre doyen, il avait exercé l'activité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils sont encore fonctionnels? Mais au moment où vous avez fini, portez le jeune qui a l'habitude, qui a l'habilité, qui a le peuple derrière. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que vous vous entendiez? Même on ne sait pas ce qu'il faut faire parce que c'est des gens qui ne veulent pas comprendre, c'est des gens qui s'agitent et qui veulent vraiment... Ils ne s'agitent pas, ils font des réclamations aussi. Ils font des réclamations, ce qui est normal. Voilà. Mais il faut voir, au moment où nous sommes dans une activité informelle, est-ce que c'est normal qu'on ait des comportements comme ça? Est-ce que c'est normal qu'on ne peut pas... Vous voyez que votre petit frère, votre jeune, est en train
d'évoluer, est en train de faire bouger le secteur. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de l'appeler et lui dire, ah, maintenant, nous allons te soutenir. Mais eux, ils ne veulent pas faire. Aujourd'hui, ils disent, ils sont avec eux. Ils ont leur secrétaire. Un jour, il faut les appeler pour leur dire que en 2016, là, ils avaient fait qui? En 2016. Mais c'est déjà passé, ça fait 10 ans. C'est déjà passé. Oui. Mais aujourd'hui, si nous avons supporté Zissou, nous étions restés derrière Zissou en 2016, est-ce qu'aujourd'hui, ils seront en train de dire tout le monde dans les rangs? Est-ce que ça sera comme ça? Nous, on a risqué notre vie. Nous, on a risqué notre vie en 2016. Ce qui est normal en politique. Normal en politique. C'est un engagement politique. Très bien, oui. Je ne refuse pas. Oui. Mais il faut qu'aujourd'hui, ils ne disent pas, ils ne nous perturbent pas sur le terrain. Allez, aujourd'hui, c'est Wadayi qui est annoncé et qui passe. Comment voyez-vous l'avenir de votre métier? Non, mais l'avenir de notre métier est dans de bonnes voies. Ah bon? Oui. Comment ça? Je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme a servi le président Patrice Talon pendant 10 ans. Oui. Toutes les réformes, pendant les 10 ans, il était au cœur de ces réformes. Oui. Il ne nous a pas dérangés. Il nous a même organisés à travers les autorités douanières. Le président Wadayi connaît les vendeurs d'essence. Et lui-même, il sait qu'il avait il avait pris par là, mon cher journaliste. Oui. Donc aujourd'hui, s'il est venu, vu la sortie massive des vendeurs d'essence du nord au sud, de l'est à l'ouest, je pense que son arrivée aujourd'hui, ça sera, le secteur va connaître du moins encore une évolution énorme, un développement énorme. On ne va pas regretter son arrivée. Son arrivée est une joie pour nous, M. Tanguy. Une dernière curiosité, ça c'est un téléspectateur qui me l'a envoyé tout de suite. Oui. C'est quoi votre problème avec la hausse du prix du carburant aux abords des voies? En principe, si l'Iran et les États-Unis se battent, ça ne vous regarde pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ben, je pense que on m'a déjà interviewé sur ça là à plusieurs reprises. Oui, répondez-moi maintenant sur mon plateau à moi, oui. Voilà. Vous savez, nous dépendons toujours du Nigeria. Ce qui se passe en Iran, je pense que ça ne concerne pas le Nigeria, ça ne concerne pas trop le Nigeria, parce que le Nigeria aussi a sa raffinerie maintenant. Oui. Donc, une fois que la guerre a commencé là-bas, bon, on a constaté une hausse des prix dans le Nigeria. Oui. C'est-à-dire, ils ont quitté 930 naira pour 1400 naira, 1350 naira. Mais comme nous dépendons d'eux, et que l'essence qu'on achetait à 950, on est parti acheter ça à 1400 naira. Est-ce qu'arrivé ici, on va vendre encore à 600? On est obligé d'avoir. Mais vous leur avez demandé pourquoi ils ont augmenté eux? Mais on ne peut pas demander. Pourquoi vous ne pouvez pas demander? Là-bas, nous ne sommes pas des Nigériens. Oui. Donc, c'est au prix auquel on a acheté là. C'est à ce prix-là qu'on vend ici. Donc, voilà ce qui se passe en Orient là-bas, qui a un impact sur le Nigeria, et puis ils ont augmenté le prix et nous sommes dans cette situation depuis près de 2 mois. D'accord. Henri Assoba, merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. Oui, je vous remercie beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous ai annoncé au début de cette émission que je recevrai au téléphone Joël Ataï Kedegbe. Il a décroché notre appel. Voici mon 3e invité ce matin. Monsieur Ataï Kedegbe, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy Agoy. Bonjour aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté pour ce rallye pour téléphone. Ah oui, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler ce matin au téléphone. Je rappelle que vous êtes membre de la plateforme des organisations de la société civile ayant déployé des observateurs sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de l'observation de la présidentielle. Premier constat qu'on peut faire, c'est un scrutin globalement déroulé dans le calme et la sérénité. C'est arrivé il y a un bon bout de temps maintenant, M. Ataï Kedegbe? Oui, enfin disons que nous avions un travers de gorge. Ce qui s'est passé en janvier, ça a été hélas une perturbation ou un petit recul qui avait commencé à inquiéter. Oui. Et donc c'est déjà le lieu de féliciter la Sénat pour ce rattrapage, cette remise à niveau en termes de déploiement logistique et donc de présence globalement effective des agents
agents électoraux au poste. Donc, toutes conditions qui ont fait que l'un dans l'autre, les électeurs ont pu se sentir rassurés, confiants dans ce que leur effort pour aller voter ne serait pas vain. Il n'est pas toujours gai de devoir revenir sur les lieux du vote quand parfois on a parcouru de longues distances, bien quand son programme est perturbé par l'inorganisation d'une élection. Donc quand les conditions sont réunies, à la limite, il y a engouement. Ça peut expliquer en partie l'amélioration du taux de participation et cette fois-ci est justifié que l'autre fois, les gens désespérés, agacés, ne soient peut-être pas revenus. Et voilà, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. Il est clair que de toute façon, ayant battu le rappel de tous côtés pour le vote, un vote plus amélioré, plus massif, oui, les électeurs ont fait leur part du job. Et quand la Sénat aussi a su faire ce qui était attendu d'elle comme organisateur. Alors, la Sénat a-t-elle appris de son expérience de janvier dernier ou c'est plutôt le type d'élection de janvier qui lui a fait perdre un peu la main sur le coup? Bon, elle ne doit pas plaider la surprise. Parce que c'est vrai, les communales sont des élections très fouillées. C'est 546 circonscriptions. Absolument. Donc c'est plus fouillé. Il y avait, je crois, 3 partis en lice. Tenez-vous bien, c'est pas la première fois non plus qu'on faisait les communales dans notre pays. On en a eu avec foison de candidatures et on n'a pas forcément connu cela. Je crois que la Sénat a plaidé quelques perturbations dues à la pluie, dues à la reprise des commandes, que sais-je encore. En tout cas, ça a eu l'effet que ça a eu au plan logistique, y compris jusqu'au siège de la commission électorale. Moi qui vous parle, c'est en pleine nuit que j'ai dû... Enfin, les postes de vote étaient ouverts, Dieu merci. Il y avait de l'électricité, de la lumière. Mais hélas, même à 22 heures passées, il n'y avait pas le cachet à voter, par exemple. Mais cette fois-ci, on n'a pas déploré cela. Et donc, c'est quand même une amélioration significative. Et moi, j'ai dû voter avec mon empreinte. Ça n'a aucun sens. Donc, j'imagine que mon vote a été annulé par la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême, selon le cas. Donc, globalement, on ne peut pas se plaindre de cela. Je crois que la Sénat a laissé entendre que depuis jeudi déjà, le déploiement était assuré. Il est de tradition que le matériel sensible n'arrive qu'au dernier moment pratiquement. Mais ce qui est à déplorer, c'est que par endroits, le zèle est parfois pris le dessus au point que des bureaux ont été ouverts avant l'heure réglementaire, l'heure légale que nous connaissons que trop au Bénin, 7 heures. Donc après l'heure, c'est pas l'heure, mais encore plus en matière électorale, avant l'heure, c'est pas l'heure. Parce qu'après l'heure, c'est prévu par les textes. Et quand on est en retard, on doit pouvoir rattraper, décompter le retard. Mais prendre de l'avance et créer la suspicion entraîne des situations difficiles à justifier. Et j'espère que ce n'est que marginal, malgré tout. Et que pour l'essentiel, voilà, alors, les choses sont faites à peu près dans l'ordre. Vous aviez observé l'électeur, son comportement le dimanche. A-t-il eu de la facilité vraiment à aller voter, selon vous? Oui, il a eu même à la limite de l'enthousiasme. C'est pas toujours donné. En ville, ça paraît évident. Dans certaines localités, les distances ne sont pas si élevées que ça. Et ailleurs, on a peut-être pensé qu'il fallait stimuler le déplacement, enfin l'électeur, en contribuant à son déplacement. C'est ambigu, selon la proportion, enfin, ça confine parfois à un début de corruption électorale, parce qu'on doit pouvoir réellement laisser l'électeur libre sur tout le parcours, à l'aller comme au retour, et libre de ne pas se sentir redevable envers qui que ce soit de ce point de vue. Il y a eu des formes perverses, il y a la faute au vote était estampillée, donc on remet un bulletin qu'on a réussi à voler, et avec le cachet, donc vous allez le mettre dans l'urne, vous ramenez le bulletin vierge, il y a tout un manège. On n'est pas là pour développer les techniques de fraude. Et donc ça, c'est quand même beaucoup de pression sur l'électeur. Je ne crois pas que ça a été la forme la plus massive observée, mais il y a eu hélas quand même quelques pressions sur l'électeur
sur les membres de bureaux de vote avec espèce sonnante et trébuchante. Et malheureusement, fait nouveau même, il y a eu pression sur des observateurs. En tout cas, les nôtres ont parfois fait l'objet de tentatives de corruption avérées et ensuite d'intimidation, de menaces pour leur sécurité au point que nous ayons été obligés de leur conseiller de se retirer du milieu pour s'être opposés à la corruption, voyez-vous. Oui. Donc, parfois, on n'a pas pu reculer devant la volonté de bien faire. Je veux considérer que ce n'est que la volonté de bien faire, mais ce faisant, on faisait mal. On faisait même mal aux candidats qu'on pensait défendre. Et je pense que c'est des choses qui vont devoir être corrigées. Certainement avec le temps, oui. Cela était possible. J'espère que la Sénat prendrait toutes les mesures pour indiquer, isoler ceux qui sont responsables de ça, pour qu'ils répondent pénalement de leurs actes, parce que tout ça, hélas, est défendu et est proscrit par la loi. Mais la Cour constitutionnelle, surtout, a le devoir de distinguer ce qui est irrégularité et irréversible. Elle a les moyens de sanctionner ça. Tout à fait. Et là, elle pourrait annuler les votes au niveau de certains bureaux où les choses ne sont pas claires. Oui. Mais sur l'ensemble de ce qui a été observé, il y a lieu de considérer que le scrutin a fait et peut être qualifié de relativement intègre, de suffisamment intègre et de suffisamment sincère en tout cas. Les images parvenues à nos rédactions étaient des images de grande affluence. La Sénat a noté jusqu'à 60% à peu près de taux de participation. C'est quoi vos chiffres? Oui, ben voilà, ça nous ressemble beaucoup plus qu'il y a eu, qu'on est forcé par endroits. En tout cas, cela ressemble à un sursaut, à une volonté d'indiquer un choix aussi clair que possible. À la limite, c'est bon, il ne faut pas non plus forcer le trait. 60%, c'est une bonne majorité. Et voilà, disons que par rapport aux 38%, aux 40% qu'on avait du mal à franchir, oui, il y a de l'amélioration. Il y a 5 ans, il faut comparer aussi des choses comparables quelquefois. Le président qui était en fonction était face à 2 duos, et pas assez faible, mais le suspense était maintenu. Pour autant, la participation n'a pas été aussi importante. Je pense qu'on était autour de 49-50%. On était certes dans un contexte de Covid, mais d'appel au boycott, de violences sporadiques par endroits. Cette fois-ci, nous ne pouvons pas déplorer des violences ayant perturbé significativement le scrutin. Donc la liberté des électeurs, leur confiance ont été des choses et des éléments davantage incitatifs. Et donc ça ne pouvait qu'améliorer les choses. En tout cas, il faut féliciter nos concitoyens d'avoir pris au sérieux ce qui est de leur devoir. Et c'est un droit qu'on a de voter, mais c'est également un devoir finalement, d'aller s'exprimer, au besoin de voter blanc pour manifester son opposition, ou bien sa non-satisfaction. Mais cela ne doit pas nous coûter au point que finalement nous mettions en péril la légitimité de notre système démocratique. Et beaucoup nous envient ce trésor-là dont on ne se rend pas compte. Par ailleurs, il a fallu des luttes, beaucoup de sacrifices pour en arriver là. J'espère que, chemin faisant, tout le monde va s'y mettre pour reprendre l'éducation civique, pour que, au fond, en ces moments-là, le vote est sans l'effort d'aller s'exprimer en démocratie représentative pour choisir ou sanctionner ces représentants, et se fasse dans la paix, dans l'ordre et en toute transparence. Cela ne peut que améliorer la stabilité de notre pays, sa respectabilité au plan international et notre confiance en son avenir, parce qu'à partir de ça, un élu ne peut que se sentir conforté, en confiance, et pour ne pas dire en clair, et moral et explicite avec son peuple, et pour tenter de dérouler sa feuille de route. Voilà. Alors, une large victoire de Romuald Wadahi sur son challenger, qui a d'ailleurs même reconnu sa défaite. Vous qui êtes défenseur de la démocratie. Qui n'avait que trop tardé à la reconnaître. Ah oui, c'était trop tard à votre sens? Disons que pour l'écart qu'il y avait entre les deux candidats, sauf fatigue et difficulté à avaler la pilule, parfois il n'y avait pas à tergiverser davantage. Au fond, on traîne à reconnaître
à croire que vous pourriez renverser la vapeur, ou bien que en cas, l'écart pourrait plutôt être en votre faveur. Là, il n'y avait pas match entre guillemets. Et malgré les efforts méritoires du duo opposé pour exister dans la campagne, et nous faire réfléchir parfois et penser qu'il pourrait y avoir une alternative à ce que l'autre duo proposait. Et c'est tout à l'honneur du candidat Rompouet d'avoir pu animer la campagne avec les moyens qui sont les siens. Au regard des législatives et communales, on situe à peu près l'électorat de la FCBE autour du score qui est annoncé là. Ils n'ont pas eu de grand ralliement de parti. Ce fut l'inverse de l'autre côté. Et toutes choses étant comparables, on voyait les tendances, les forces en présence. Nous, au niveau des postes de vote, on a également senti cela en termes de représentation. Et donc, le candidat Rompouet n'a pas pu se faire remonter assez d'éléments pertinents pour contester d'ailleurs la défaite. Et c'est bon qu'on n'ait pas entretenu de manière oiseuse le suspense. Sur quelle base pouvait-il le faire, n'ayant même pas, a priori, reçu des documents venus du terrain, venus des 18 000 bureaux de vote. Mais cela n'absout pas non plus le duo Wadaï-Tarata. Malgré tous les ralliements, malgré les forces autour, par endroit, ce duo n'était pas plus représenté. Et je ne dirais pas. On a eu par moment aussi des pauses de vote, ça c'est un peu la caricature de l'affaire. Des représentants de candidats, des candidats qui ont eu 0 voix, alors qu'ils avaient des représentants là. Donc on se demande au fond quelle était la conviction de leurs représentants. Ce n'est qu'anecdotique. Mais ça montre qu'il y a beaucoup de petites choses à corriger. Et en 2016, le candidat Zissou, c'est dans la nuit du scrutin qu'il a appelé le candidat Talon pour concéder sa défaite alors que le match était assez disputé. Et il pouvait avoir des raisons. Et il était même avec un pouvoir sortant. Et voilà. Donc le mérite n'en était que plus grand. Avec le score du duo Rompouet-Ouanou, ça confinait à la limite à de la fantaisie. Mais prenons ça du bon côté, cela ne fait que s'ajouter à une tradition en cours de construction pour la tolérance, pour le respect des institutions et des lois de notre pays. On devra dire vive la démocratie. Le scrutin présidentiel facilite le calcul rapide des voix. La Sénat a fort heureusement fait l'option très ferme d'accepter la transmission électronique des résultats. Et je pense qu'elle a tout mis en œuvre également pour que la loi soit respectée. La loi dit que 24 heures après la clôture du dépouillement ou de la compilation, les résultats doivent être en tout état de cause acheminés de chacun des 546 arrondissements. Il n'y a pas à passer d'arrondissement en arrondissement. Donc les moyens ont dû être mis en œuvre, l'organisation, pour que les cantines, plus petites que par le passé, avec moins d'enveloppes, moins de candidats, juste acheminés jusqu'au siège de la Sénat, qui s'est fait le devoir, selon le président Fatal Afia, de transmettre à la Cour constitutionnelle ce qui lui revient. Et je crois que la Cour, à travers son dispositif aussi à pied d'œuvre pour juger pièce par pièce, bureau de vote, pause de vote par pause de vote, sanctionner les irrégularités qui méritent de l'être et redresser les résultats jusqu'à nous donner quelque chose qui ne devrait pas s'éloigner des tendances publiées par la Sénat. Je ne vois pas de recours pouvant venir du candidat Rompouet-Ouanou, donc toutes choses qui vont accélérer la proclamation définitive des résultats et limiter le suspense, la tension. Et sur le terrain, il faut féliciter nos forces de l'ordre, nos forces de défense qui ont assuré la sécurisation du territoire. C'est des éléments qui ont rassuré les électeurs pour se déplacer. Il y a eu 1 ou 2 incidents vraiment anecdotiques. Je crois qu'il n'y a pas eu de victimes humaines. Chapeau à nos forces de sécurité et de défense et à l'ensemble des organisateurs, malgré les petits couacs. Joël Ataï-Guédabé, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Je vous en prie, bonne journée à tous. Bonne journée à vous aussi. Retour dans ce studio, mesdames et messieurs. Je vous propose qu'on passe maintenant à la rubrique santé.
va parler de chaleur et de la gestion justement de ce temps qui nous est difficile à supporter. Esther Toufa, bonjour. Bonjour. Quand les températures grimpent, notre corps change de rythme et nos besoins aussi. Fatigue, déshydratation, perte d'appétit, la chaleur met notre organisme à rude épreuve et impose une adaptation de notre alimentation. Alors ce matin, vous nous proposez quelques astuces au plan alimentaire pour rester en forme. Exactement. La période de chaleur est une période qui cause beaucoup de déshydratation pour le corps. Forte chaleur, maux de tête, transpiration excessive, fatigue et surtout sensation d'inconfort. Nous vivons depuis le début de l'année, si vous vous souvenez bien, depuis janvier déjà, puisque nous n'avons pas eu droit à la matin cette année. Des moments d'intense chaleur, surtout la nuit. La nuit, on n'arrive pas à dormir sans ventilation, sans climatisation pour ceux qui en ont les moyens. Et pour bien s'alimenter en ces temps de canicule, nous nous sommes rapprochés de nutritionnistes, diététiciennes. Et il s'agit de Ife Korsi, qui, dans l'extrait qui va suivre, nous donne quelques conseils sur les aliments à priser quand il fait chaud. On va la suivre. Lors de chaleur, il faut s'hydrater suffisamment parce que nous avons quelque chose que nous appelons la thermorégulation. C'est-à-dire que vous allez beaucoup transpirer. Votre organisme va essayer de vous rafraîchir en produisant des gouttes d'eau sur votre peau. C'est un mécanisme qu'on appelle thermorégulation. Et en produisant cette eau, vous perdez de l'eau. Donc en général, vous devez vous hydrater parce que vous serez sujette à la déshydratation, surtout si vous êtes dehors et que vous faites par exemple un commerce, vous êtes au marché, vous allez sous le soleil, vous allez vous revenir. À un moment, vous allez ressentir le besoin de boire de l'eau. Donc il faut suffisamment s'hydrater pendant ces périodes-là. Et il faut manger équilibré aussi. Parce que quand vous mangez équilibré, les légumes vous apportent de l'eau, les fruits vous apportent de l'eau, les protéines vous maintiennent et vous avez vraiment de l'énergie pour continuer vos journées. Alors, la plus grande tentation en période de chaleur, c'est l'envie de boissons fraîches. Bière fraîche, soda, eau fraîche. La nutritionniste conseille vraiment de résister à cette envie qui pourrait vraiment être nuisible pour notre santé. On va la suivre. En général, quand il fait chaud, on a envie de se rafraîchir. Et quand on a envie de se rafraîchir, certaines personnes vont directement sur une bière bien glacée, c'est-à-dire de l'alcool. Ou alors, on va craquer sur les boissons qui sont vendues dans nos marchés. Ce sera du adoyo, du bissap, du café au lait, pour avoir l'impression de fraîcheur. Il faut vraiment éviter ça parce que ça vient avec l'effet de fraîcheur, mais ça vient aussi avec beaucoup de calories vides et beaucoup de sucre. Donc, en voulant se rafraîchir, il ne faut pas qu'on apporte encore de la surcharge calorique et notamment, qui dit surcharge calorique dit surpoids, obésité, et qui dit obésité dit tout le nid pour les maladies chroniques, notamment le diabète, l'hypertension artérielle et leurs complications. Donc, en parlant de fruits à consommer en période de chaleur, on a la pastèque parce que c'est très riche en eau. On a le concombre également comme légume. On a l'ananas et la tomate. Il faut éviter les repas lourds. Elle a dit les repas trop gras. Il faut éviter également de manger trop épicé parce qu'on ne peut pas avoir chaud et aller donner encore une sensation de chaleur à nos papilles gustatives. Donc, il faut éviter les aliments trop épicés aussi. Donc, priser nos légumes, le noman, il y a le tchayo, le gourmand, le forteté, le vernonia à Manvivet, parce qu'ils sont également très riches en eau. Donc, ils nous produisent également de l'eau pour éviter la déshydratation. Et en matière de boissons, il faut priser l'eau comme elle l'a dit, l'eau plate. Du bon crin-crin, hein. Ah oui, du crin-crin également, parce que ça fait du bien. C'est quoi, l'eau glacée, c'est pas bon? Ce n'est pas bon du tout en période de chaleur parce qu'elle a dit, on a l'impression que ça nous rafraîchit, mais ça nous apporte plus de calories. Donc, c'est mauvais. Moi, j'avais cru que c'était, puisque le adoyo, ça contient un peu de sucre, je me disais que c'était le sucre qui nous apportait un peu plus de calories. Non, la glace également, parce que ça donne l'obésité. Quand on consomme trop de glace, on a tendance à plus grossir. On développe beaucoup de graisse. Voilà, c'est pour ça qu'on déconseille même aux femmes enceintes de prendre de l'eau glacée. Parce que le bébé a tendance à prendre un peu plus de poids dans le ventre de la femme. Donc, pour faciliter la digestion, parce que en temps de chaleur, la digestion est un peu lente. Donc, pour faciliter la digestion, il faut manger vraiment léger. Ce n'est pas une affaire de manger de la pâte avec beaucoup de protéines parce qu'on a eu une journée dure et chargée. Il faut
vraiment rattraper le soir, non. Parce que quand il fait chaud, on digère très lentement et ce n'est pas également très bon pour l'organisme. Il faut aller sur les repas légers. Vous pouvez prendre de la salade, vous pouvez prendre votre main avec la pâte à base de farine de cossette d'igname, c'est parce que c'est moins lourd que notre pâte de maïs. Donc, il faut suivre ces quelques astuces que la nutritionniste a données, en plus de quelques astuces que nous avons également glanées sur Internet. Voilà, Tanguy, ce qu'il faut faire quand il fait très chaud. Et aérer les chambres pour que l'air puisse rentrer. Parce que la ventilation également, ça ne nous favorise pas. C'est la chaleur qui est à l'intérieur qui est encore brassée, c'est mauvais pour notre poumon. Donc, il faut essayer d'aérer un peu les chambres avant de se coucher. Voilà. C'est entendu. Merci beaucoup, Madame Santé. Merci. Une très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, je vous propose maintenant qu'on souffle un peu. Il y a eu beaucoup de successions de rubriques depuis 7 heures. On va marquer une petite pause, notamment à travers une publicité. Le temps d'installer par ici nos débatteurs pour évoquer justement les grandes tendances du scrutin présidentiel proclamé par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Sakalafia et son équipe ont proposé hier, tard dans la nuit, les grandes idées qu'on doit retenir en termes de chiffres issus donc de la consultation du dimanche dernier. Ça donne à peu près 94% pour le duo Wadaï-Talata et 5,95% pour le duo concurrent, adversaire et challenger. Quelle lecture pourrait-on en faire? Je vais donner la parole à mes débatteurs tout à l'heure pour en parler. N'oubliez surtout pas qu'on aura aussi à la fin la revue de presse qui va revenir sur les autres détails liés justement à la sortie de la Commission électorale nationale autonome hier à Cotonou. À tout à l'heure. Il y a quelques années, tout était lent. Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici, chaque vie a une trace, une identité, grâce à la NIP. Aujourd'hui, tout commence dès le premier cri. L'agent de santé déclare la naissance avec un simple téléphone sans Internet. Les parents finissent au guichet du centre de santé ou à la mairie pour la complétude des informations et l'enregistrement de la naissance. En moins de 48 heures, ils reçoivent le numéro personnel d'identification, le NPI, par SMS et peuvent demander l'acte de naissance en ligne. Moi, je trouve cela magique. Naître, avoir une existence juridique sans protocole, parce qu'on a la chance d'appartenir à une nation dont les dirigeants ont de la vision et la volonté politique. Depuis le 1er avril 2021, chaque enfant reçoit son NPI dès l'enregistrement de sa naissance au Registre national des personnes physiques. Ceux nés avant cette date l'obtiennent à travers le RAVIP. Je me souviens du jour où j'y suis allée. Mes données biographiques, mes empreintes, ma photo, ma signature, tout a été enregistré. C'était plus qu'une formalité. C'était la reconnaissance officielle de mon identité par mon pays. Grâce à cela, j'ai obtenu mon acte de naissance sécurisé, ma pièce d'identité, j'ai pu acheter et enregistrer ma carte SIM et à 18 ans, mon nom est apparu automatiquement sur la liste électorale. Et puis est venu le jour où je me suis installée et ai déclaré mon chez-moi. Avec mon NPI et celui de mon témoin, le chef de quartier a déclaré ma résidence en quelques secondes directement depuis son téléphone, sans Internet, grâce à un simple code USSD. Ma résidence était alors mise à jour dans le Registre national des personnes physiques. Ainsi, l'État sait où nous sommes pour mieux nous servir. Moi, j'appelle cela la proximité numérique. Quand Dosso a décidé de m'épouser, nous n'avions besoin que de nos NPI et de ceux de nos témoins. L'officier d'état civil a déclaré notre union dans le système ANIP. En quelques secondes, notre mariage était enregistré, lié à nos identités et nous avons reçu notre acte sans aucune tracasserie. Même l'amour a sa place dans le numérique. Quand mon grand-père est décédé, le médecin est venu constater le décès. Avec le certificat, nous sommes allés chez le chef quartier qui a demandé nos NPI. En quelques instants, avec son téléphone, il a déclaré le décès. L'ANIP a délivré l'acte et mon grand-père a été inscrit au fichier national de l'état civil comme décédé et automatiquement radié de la liste électorale. Les registres se mettent à jour en temps réel pour que chaque vie soit respectée et comptée. La vie continue et parfois la mémoire nous joue des tours. On oublie son NPI,
Pas de panique. Un simple code USSD, le site web de l'ANIP ou l'application anip.bj et tout revient en un clic. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, la technologie ne remplace pas l'humain. Elle le relie. Et pour demander une carte d'identité, plus besoin de courir. Tout se fait en ligne, depuis chez soi. Et ce n'est pas tout. Les institutions se parlent désormais. La protection sociale, l'emploi, les transports, les impôts, la justice, les opérateurs mobiles, tout est lié, fluide, transparent. Parfois, je me dis que mon grand-père serait fier de voir son pays grandir et se moderniser. Derrière chaque numéro, il y a une vie, une appartenance, un espoir. L'ANIP bâtit le cadre de confiance qui unit les citoyens et ouvre les portes de l'éducation, de la santé, de la finance, de la citoyenneté et des services sociaux, tels que la protection de l'enfance, l'aide sociale et la microfinance. ANIP, l'identité qui accélère le développement du Bénin. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà joué. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. OneXBet, on parie sur vous. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Aussi. 26 minutes. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrit la lumière. Communiquer. Hey. Communiquer. Hey. Communiquer. Hey. Métier célibataire. Après avoir soufflé un peu, place à nos débats. Franck, bonjour. Bonjour, Ulrich, Tanguy. bonjour. Bonjour, Tanguy. Ce matin, on va opiner sur les chiffres proposés par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, de la nuit d'hier, Franck. La Sénat a proposé les grandes tendances et, comme on devrait s'y attendre, le duo Wadaïn Talata écrase, ma foi, son concurrent Rouanou. On a d'un côté 94,05% et de l'autre on a 5,95%. Un score qui reflète un peu l'ambiance sur le terrain qu'on a constaté. Absolument, absolument. Nous avons environ 6% pour la Foscori, pour un Bénin émergence, le duo Rouanou, et puis environ 95% pour le duo Wadaï Talata. Je pense que en tant que professionnel des médias, je sais que ces chiffres-là restent provisoires avant la validation par la Cour constitutionnelle. Mais ce que je note tout de suite, c'est que il y a
la mouvance s'est imposée et donc impose la continuité pour les 7 prochaines années pour le duo qui va s'installer. Le successeur de Patrice Talon, bien entendu, sera, en attendant la validation par la Cour, Romuald Wadaï. Donc, je pense, avec l'affluence que nous avons vue sur le terrain et le travail abattu, l'adhésion massive, cette déferlante-là de ces mouvements, de ces ralliements du côté du duo Wadaï Talata, ça ne pouvait pas surprendre. Donc je pense que c'est ce que nous avons observé sur le terrain, la manifestation des volontés de tous ceux qui sont, comme ils l'ont si bien dit, tous ceux qui sont rentrés dans le rang. C'est ce que ça a donné et donc ça ne me surprend pas du tout. On s'y attendait. D'ailleurs, le challenger n'a pas attendu du tout les résultats provisoires, les chiffres provisoires. On va parler de son attitude tout à l'heure. Voilà. Oui, Loïc, les chiffres. Ce sont des chiffres qui sont sans surprise, tout simplement parce qu'il faut déjà commencer par consulter l'histoire, et pas l'histoire très lointaine, une histoire très récente du 11 janvier dernier, quand vous vous souvenez que déjà le parti FCBE a fait un score très minime, ne serait-ce que déjà aux législatives et encore au communal, on a constaté que ce parti n'avait vraiment pas la poigne qu'il faut pour d'abord se faire représenter au plan national, parce qu'on a constaté qu'il n'a pas pu avoir les 10% au plan national, et donc pas très représentatif. Donc maintenant, quand nous allons aux élections, donc vous comprenez déjà que même déjà à ce niveau, le parti qui se réclamait le plus représentatif de l'opposition, les démocrates, avait fait un meilleur score par rapport à la FCBE. Maintenant, quand la FCBE seule, je dis bien seule, positionne un duo de candidats à la présidentielle sans vraiment un autre soutien, je me demandais bien sur quoi compte ce parti. Mais de toute façon, comme on ne pouvait pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué, on a eu quand même le résultat à la fin. Vous voyez, quand on regarde son challenger, je veux parler du duo Wadaï Talata, vous constatez que c'est un duo qui est porté par au moins 3 partis politiques qui ont déjà fait quand même leur preuve sur le terrain. Je veux parler d'abord du Bloc républicain, qui n'est pas un parti moindre, qui est représentatif sur le plan national, qui a eu ses 10% comme cela se doit, et qui aussi a montré qu'il a une bonne représentativité au Parlement. Le parti Union Progressiste Le Renouveau, qui est également un grand parti au plan national, qui est aussi représenté au Parlement, et qui aussi a beaucoup de conseillers, tout comme le Bloc républicain, sans oublier le parti Mouel Bénin, même s'il n'est pas l'un des plus grands comparé aux 2 premiers, a quand même sa représentation au plan national et qui a aussi son ancrage. Donc déjà 3 partis très importants qui portent un duo. Je pense que on ne pouvait pas attendre mieux, étant donné que de l'autre côté, la FCBE n'avait vraiment pas d'autres partis qui pouvaient le soutenir, qui devraient le soutenir et qui l'ont soutenu. La FCBE s'est retrouvée seule avec son duo. Donc on ne devrait pas vraiment être étonné du score que nous avons eu. Là, on dira simplement que c'est une victoire écrasante, même si on attend toujours la confirmation de la Cour constitutionnelle qui est habilitée à donner les résultats définitifs. Ce serait drôle et surprenant que d'avoir des chiffres de la Cour constitutionnelle qui contredisent radicalement. Donc on table sur, encore que la Sénat aussi est une institution qui est dans ses droits et dans ses obligations républicaines, en proposant des chiffres, on table sur justement ces chiffres qu'on nous a mis à disposition et on fait nos analyses justement. Allez, et Paul Rompé, qui avant même que la Sénat ne prenne la parole, a déjà salué son challenger, Franck. Moi, c'était une attitude qui m'a surpris un peu. Pourquoi? C'est un bon démocrate. Non. Ah, c'est pas un bon démocrate? Bon, enfin, c'est vous qui le dites. Ah ouais, je dis c'est un bon démocrate, vous dites non. Pour moi, Paul Rompé devrait attendre quand même ces résultats provisoires là. C'est pas ce qui pressait. Mais quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il a même trop tardé à reconnaître sa défaite. C'est normalement même le dimanche là, à midi, qu'il devrait commencer à constater ça. Non, personne ne lui demandait de contredire ou de rejeter les chiffres, mais on devrait attendre quand même que les chiffres provisoires de la Sénat soient proclamés. J'ai pas du tout compris, certains ont compris que bon, il a vu ce qui s'est passé sur le terrain et tout, mais nous sommes dans un processus.
Bon, cela voudrait donner un peu de l'eau, enfin apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que bon, c'était pas du tout un match, c'était un job qu'il faisait et tout. On a entendu beaucoup de commentaires. Et c'est justement son attitude qui a nourri ces genres de commentaires. Pour moi, en tout cas, dans une démocratie et tout, on peut attendre les chiffres provis. Parce que nous avons voté le dimanche. Et le lundi, dans la nuit, on a donné les résultats. Mais avant déjà les résultats, le challenger qui félicite son vis-à-vis, bon, je pense, c'est son choix, on ne peut pas le lui refuser. Mais pour moi, il aurait dû attendre les résultats provisoires. Le riche. Ouais. Vous savez, le comportement de mon père m'a rappelé ce que nous vivions lorsqu'on allait au CEP et au BPC. Vous savez, quand les épreuves passent, à la fin, dès qu'on sort de la composition, parfois on se dit, par rapport à cette épreuve, je pense que ça ne marche pas, ici ça ne marche pas. Avant même que les correcteurs ne prennent les copies, c'est qu'il y en a parmi nous qui se disaient, c'est fini, j'ai échoué. Donc je pense un peu par similitude que c'est un scénario pareil qui s'est déroulé avec Paul Rompé. Mais j'aurais vraiment aimé personnellement le voir attendre les résultats provisoires de la Sénat. Qu'il attend ou qu'il dise maintenant? C'est non, la différence. Ça aurait été plus intéressant. Parce que c'est comme si lui-même, il sait qu'il allait faire, disons, une tournée, une balade de santé à la présidentielle. C'est comme si lui-même, il savait déjà qu'il n'y a rien là-bas. C'est comme s'il se disait déjà que, bon, c'est juste une formalité qu'il allait remplir. C'est comme s'il se disait que la Sénat n'a même pas besoin de se déranger pour donner un résultat. Il peut se dire au début de la compétition, oui, comme c'est 50% pour chacun, je vais essayer d'aller négocier les soutiens, les ralliements, etc. Et donc, ça lui a donné beaucoup d'espoir, beaucoup de force d'aller sur le terrain. Et puis, progressivement, il a remarqué que tout le monde lui a tourné dos. Vous revenez à mon exemple donc, tout le monde lui a tourné dos. Et donc, il se dit, bon, il faut être modeste. Après la composition, comme je l'ai dit, il a constaté que, bon, tel que les épreuves se sont présentées, donc, autant le dire tout de suite il n'a aucun espoir. Oui. Ce serait quand même bien qu'il attende les résultats, parce que c'est comme s'il déniait à la Sénat l'obligation, ou du moins le travail qu'il devrait accomplir. S'il était convaincu de cela, mais il aurait pu simplement déjà dire, écoutez, que la Sénat ne se dérange pas, donner le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un mauvais procès à Paul Rompé? Parce qu'en 2016, alors même que le match était aussi serré entre Patrice Talon et Lionel Zinsou, Lionel Zinsou a appelé Patrice Talon dans la nuit, avant même les résultats officiels, pour lui dire, les chiffres qui me tombent dessus là ne me sont pas favorables, Franck. Si vous qualifiez ça de mauvais procès, on l'a fait avant, on le fait encore aujourd'hui. On l'a fait par le passé. Oui, par le passé, on le fait encore aujourd'hui, c'est tant mieux. Mais moi, je pense que nous sommes dans un processus et il y a chaque étape qui... Parce que ça va nourrir, en fait, disons, la démocratie. C'est-à-dire que vous constatez la défaite, vous constatez que les populations ne vous ont pas choisi par les chiffres et vous intervenez maintenant parce que cela, ça calme le jeu. Cela, ça a l'avantage de pouvoir dire aux militants, écoutez, nous avons travaillé, mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. On prend rendez-vous, on prend date pour une prochaine fois. Donc, c'est cela, ça ne pouvait pas... nous conduit dans cet empressement qu'on a observé dans l'attitude de Paul Rompé. C'est un peu comme si, comme l'a dit le riche, la Sénat, on a pris son rôle, on a licencié la Sénat, on a licencié même la Cour constitutionnelle en faisant cela. Je pense que dans une démocratie, et la tradition d'ailleurs, c'est vrai qu'on a eu l'exception en 2016, la tradition c'est que dès l'annonce des résultats et vous reconnaissez que ces résultats-là sont justes, vous appelez votre challenger et puis vous le félicitez et la vie continue maintenant par le développement de la nation. De toute façon, le jeu est démocratique, c'est assez démocratique. Il a félicité son challenger, c'est bon, on sent que nous sommes en plein dans le jeu démocratique. Oui, et les confrères lui ont rendu un grand hommage aujourd'hui dans la presse. Oui. Les gens l'ont mis au pinacle du démocrate du siècle. Mais vous savez, il y a certaines personnes, il y a certains politiques aussi, ils peuvent bien savoir que là, les résultats sont tels qu'ils sont, et disent jamais, mais on a bourré les urnes, on a fait ci. Vous connaissez le langage. On va dire non, ici, dans sérieusement, Paul, vous pouvez venir dire à la télé qu'on a bourré les urnes. Non, je ne fais que conjecturer. J'imagine peu que certains de mauvaise foi auraient fait ça. Mais bon, le jeu démocratique est bien fait. Il a reconnu sa défaite. Il a très félicité
son challenger, eh bien là nous sommes maintenant, nous ouvrons une nouvelle ère pour la démocratie béninoise. C'est vrai que ça ne devrait pas surprendre quand on voit un peu la physionomie des communales et des législatives dernières avec le score réalisé par FCBE, mais 95 à 5%, c'est violent. Il n'existe pratiquement pas sur le territoire national en tant que parti. C'est vrai, on peut faire cette déduction, mais quand on voit les deux candidats en présence, en termes de force politique et le soutien des uns et des autres, on peut se rendre à l'évidence que c'est un résultat qui témoigne du visage politique de notre pays. Mais après, quand on prend le score entier de la force courue pour Bénin émergent, on peut quand même voir une forme de progression. 5% dans une élection présidentielle, ce n'est pas rien. Et je suis sûr que, à la façon dont les mouvements de soutien s'enchaînaient pour soutenir le candidat président élu aujourd'hui, Romuald Wadayi, beaucoup pouvaient peut-être ne pas s'attendre à voir la force courue pour Bénin émergent à ce taux, justement. Donc, je pense que eux aussi, ils ont travaillé. Et je pense qu'ils peuvent se réjouir de ce que, dans le cadre de cette campagne, ils ont proposé une offre et que, dans notre opinion, il y a quand même, comme on dit, un groupe de Béninois qui ont cru en leur projet, en leur offre. Sur le message de félicitations qu'il aurait fait avant ou après, je pense que cela n'aurait rien changé aux réalités des chiffres, aux réalités du terrain, parce qu'eux aussi, ils étaient sur le terrain, ils ont des équipes sur le terrain. Et c'est certain qu'à la fin de la journée de dimanche, ils ont eu des retours d'informations, ils ont fait des compilations à leur niveau, donc ils pouvaient quand même aussi se faire déjà une idée de la situation et de ce qui pourrait sortir de la bouche de Saka Lafia. Et je pense qu'à l'évidence des faits, il a trouvé que c'était peut-être plus nécessaire, plus opportun, voilà, de féliciter l'autre candidat à l'issue de cette élection. Ce qui est sûr, c'est que dans le monde entier, si on fouille dans toutes les démocraties, Paul Rompé ne serait pas le premier candidat ou le dernier à avoir félicité un autre candidat avant même la proclamation provisoire des résultats. Je pense que c'est assez courant que dans de pareils contextes, un candidat qui pense n'avoir pas gagné une élection adresse des mots de félicitations à l'autre candidat. Ça s'est fait comme ça. Je pense qu'il faut saluer cette maturité, cette compréhension. J'ai lu un message du président de l'Assemblée nationale qui a consacré justement son texte à saluer cet aspect de la chose et de la façon dont Paul Rompé a pris la chose. Le Richard a donné un exemple. Voilà, il y a des cas où peut-être à ce moment précis, on serait en train de vivre carrément une autre scène. Je pense qu'à l'arrivée, il faut saluer tous les acteurs qui ont travaillé, notamment la Sénat. Je pense que donner les résultats provisoires 24 heures après une élection présidentielle et tout ce qu'on peut imaginer comme travail dans les coulisses, c'est assez énorme. Il faut saluer toute l'équipe qui a vraiment fait ce travail. Bon, maintenant, la balle est dans le camp de la Cour constitutionnelle et qui devra donner des résultats définitifs, même si on ne peut pas espérer un grand changement. En tout cas, c'est elle qui donne les résultats définitifs. Louis? Oui, les résultats sont donnés, les résultats provisoires bien évidemment sont donnés. On attend les résultats définitifs au niveau de la Cour constitutionnelle, mais laissez-moi vous offrir un petit sourire. J'ai particulièrement aimé cette rhétorique de Saka Lafia hier, quand il précise que de la rive du fleuve Niger au sable doré de Semekodji. Moi, je ne le connaissais pas poète. Justement, c'est ce que je veux dire. On a senti un élan de poète sortir à travers Saka Lafia. Pour la publication de ce recueil de poèmes à la fin. Non, sincèrement, j'ai été vraiment impressionné par cette verve. Non, c'était magnifique en tout cas. Non, c'était magnifique. Non, quand c'est beau, il faut apprécier, justement. Oui. Mais oui, nous ne faisons qu'apprécier. Franck, je disais que ça doit être un choc pour Paul Rompé et son parti que d'être écrasé comme ça sur 3 élections d'affilée. Oui, c'est un choc. Et puis, l'un des défis pour la FCB pour cette élection, c'était de franchir au moins le seuil des 10%.
plan national, comme pourcentage. Mais ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est à ce niveau réellement que ils doivent se poser beaucoup de questions. Parce que de 4% à 5%, on n'a pas été laborieux. Non. C'est quand même une progression. Hein. C'est une progression, mais ils auraient, en tant que parti politique, ils auraient pu... Pourquoi vous riez C'est le qui, vous me faites régulièrement à voter mes idées. Non, c'est le qui vous interrompt. Non, je ne fais que boire vos tests en fait. Là, maintenant, j'ai perdu le fil de mes idées. D'accord, on va prendre les guides. Vous avez trouvé que c'était pas laborieux. Voilà. Le que c'était trop court comme avancé. Voilà. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc, je souhaite pour ce parti-là, pendant la trêve, de vraiment travailler, de remobiliser. Comment est-ce qu'ils peuvent travailler pendant la trêve? Pendant la trêve, tout le monde va dormir. On se dit il faut aller. Va s'occuper de On a dit qu'on peut changer, on peut rencontrer les militants, on peut recoller les morceaux. Ça, personne n'a refusé cela. J'ai bien écouté Patrice Talon parler ce jour-là, qui a dit que la trêve n'enlève en rien l'activité politique, la substance. On peut faire des activités politiques. Et c'est pas au cours de la campagne qu'il faut qu'il faut convaincre les militants. Il faut les convaincre avant et maintenant, le jour de la période de campagne, leur présenter votre projet de société. C'est cela. Donc, il faut travailler maintenant à pouvoir remettre les choses en place et espérer... Contrairement à Franck, moi je pense que Paul ne sera pas choqué parce qu'il connaît à peu près déjà ce qu'il a comme score. Il est allé aux élections municipales et aux élections législatives. Il a vu son propre score, dont il devrait aucunement être étonné. A priori, il l'a déjà. Et d'ailleurs, vous avez notifié qu'il y a une petite augmentation par rapport à son score, donc je pense qu'il a déjà lui-même une idée de ce qu'il pourrait donner comme résultat, étant donné qu'il a déjà expérimenté l'électorat béninois à travers 2 différentes élections le 11 janvier dernier. Donc a priori, je ne crois pas qu'il ait un choc. Il n'a eu qu'un résultat qui reflète réellement le travail sur le terrain. Et comme l'a dit Franck, c'est maintenant pour lui le moment de travailler pour véritablement asseoir son l'ancrage de la FCBE au plan national. Chers messieurs, merci beaucoup. Il est 8h57 à Cotonou. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Toujours un plaisir pour moi. Partager quelques moments avec vous tous les matins. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Derrière moi, la revue de presse. On va se voir certainement demain à partir de 7h. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, l'autre quotidien indique que le Bénin attend les résultats de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 avec Romuald Wadagni, largement pressenti pour l'emporter. Après une journée de vote globalement calme, le dépouillement des bulletins est terminé à temps et les résultats provisoires sont attendus en ce début de semaine, probablement mardi. Fraternité note que si aucun incident majeur n'a été signalé, l'attention se concentre désormais sur la proclamation des grandes tendances par la Commission électorale nationale autonome. Mais au-delà du nom du vainqueur qui ne semble plus faire de doute pour de nombreux observateurs, avec la position de favori de Romuald Wadagni, le principal enjeu de cette élection reste le taux de participation. Sur les près de 7 millions d'électeurs inscrits dans le fichier électoral, combien ont effectivement accompli leur devoir civique? C'est la question centrale qui cristallise toutes les attentes. Mais déjà, les grandes tendances se dessinent 24 heures seulement après la fin du scrutin présidentiel. À en croire la nation, la Sénat a procédé à la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle hier lundi, à travers une déclaration officielle lue par son président, Saka Lafia. L'institution électorale a annoncé une large victoire du duo formé par Kossi Mboueke Romuald Wadagni et Mariam Tchabi-Talata. Décryptage Info pointe que porté par une avance écrasante, le duo Romuald Wadagni-Mariam Talata s'impose largement dans un scrutin marqué
par une forte mobilisation et une centralisation rapide des données. Selon la décision rendue publique, le duo formé par Romuald Wadani et Mariam Chabitalata arrive largement en tête des suffrages exprimés et ils devancent très nettement leurs adversaires Paul Humpe et Roch Judicaël Huanu, taux de participation 58,75%. Et déjà, rapporte Fraternité, le président du parti Force Cori pour un Bénin émergent, Paul Humpe, a rendu public un communiqué dans lequel il prend acte des premières tendances issues du scrutin du 12 avril 2026. Selon cette déclaration officielle, la dynamique observée lors de la remontée progressive des résultats indique une avance en faveur du duo formé par Romuald Wadani et sa colistière Talata, une position que le leader politique dit assumer avec responsabilité au nom du respect des principes républicains et du suffrage populaire. Dans un ton empreint de solennité, Paul Humpe a tenu à saluer l'engagement de ses militants, sympathisants et soutiens. Une dynamique qu'il dit accueillir à en croire la nation avec responsabilité dans un esprit républicain et dans le respect du suffrage populaire. Dans son message adressé à la nation, le candidat de la FCBE met en avant son attachement aux valeurs démocratiques et à la stabilité du pays. Il souligne que face aux tendances observées, l'essentiel demeure la préservation de la paix et de la cohésion nationale. Humpe capitule prématurément et félicite Wadani, déduit l'autre quotidien, qui écrit que dans un message fort empreint de responsabilité politique, le candidat de l'opposition Paul Humpe a officiellement pris acte des premières tendances issues du scrutin présidentiel du 12 avril 2026. Il adresse ses félicitations républicaines à Romuald Wadani tout en appelant à une gouvernance inclusive et tournée vers l'intérêt général. Et comme on pouvait s'y attendre, des félicitations fusent de part et d'autre, comme le Public Fraternité qui informe que dans un communiqué conjoint rendu public à l'issue du scrutin présidentiel, les formations politiques, Union progressiste, le Renouveau et Bloc républicain ont salué le bon déroulement du vote sur l'ensemble du territoire national. Les deux partis du bloc présidentiel ont mis en avant le calme et la discipline dont a fait preuve le peuple béninois lors de cette échéance électorale, y voyant une nouvelle preuve de son attachement aux valeurs démocratiques et à la paix. Ils ont également félicité la Commission électorale nationale autonome pour la qualité de l'organisation du scrutin, tout en saluant le professionnalisme des forces de défense et de sécurité mobilisées pour garantir la sérénité lors des opérations. Et parlant du bon déroulement du scrutin présidentiel, l'économiste fait observer que le Bénin confirme sa maturité politique. Fin de la revue de presse. Merci d'avoir été à l'écoute.